première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussais. Au Trésor de Liège se trouve une des plus grandes collections d'Europe de vêtements religieux. 2000 pièces uniques, rares, dont plus de 300 remontent à la haute époque de la paramantique, le parement liturgique, une époque qui est située entre le 4e et le 8e siècle. Et si quelques pièces sont exposées, c'est surtout dans les réserves que l'on peut admirer chasubles, dalmatiques, etc. Parce que ces pièces ne se conservent bien que dans la pénombre et puis dans des conditions de chaleur et d'humidité très définies. Anne Godinas est historienne, collaboratrice scientifique au Trésor de Liège. C'est une grande spécialiste des tissus et du vêtement religieux. Avec elle, on va donc remonter le temps et faire l'histoire de ces vêtements que portaient et portent encore d'ailleurs clercs, prêtres et puis autrefois les princes-évêques de la principauté. Avec une première constatation déjà, aubes, chasubles que nous voyons et que nous connaissons encore actuellement, portés dans des versions plus modernes, ne sont en fait à la base que des vêtements romains, les vêtements que l'on portait donc au IVe siècle. Anne Godinas, c'est avec Dominique Martineau-Lagarde. Oui, c'est le vêtement du notable au IVe siècle. Mais alors que le vêtement du monde laïque a évolué, le clergé a conservé ce type de vêtement qui s'est, à partir du XIIe siècle, couvert d'ornements, de broderies, de là le nom ornement liturgique qu'on leur donne. Donc on retrouve dès le IVe siècle la chasuble, qui n'est autre qu'un grand poncho aux bords arrondis, donc c'est un manteau d'intérieur quelque part, mais qui sera toujours le manteau porté par le prêtre lors de la célébration de la messe. La dalmatique, qui n'est autre qu'une tunique brodée, qui est à la mode au IVe siècle et qui va passer dans la tradition comme le vêtement du diacre et du sous-diacre, donc les servants, ceux qui ont en main le ministère du service. Et la chape qui n'est rien d'autre qu'un grand manteau d'extérieur. Ce qui quand même distingue le prêtre ou le ministre consacré du monsieur tout le monde, en tout cas notable de cette période du IVe siècle et du vêtement romain, donc à la base, c'est l'étole. Oui, donc l'étole est une longue bande de tissu d'environ 2 mètres sur une dizaine de centimètres qui est ornée de 3 croix et c'est vraiment l'insigne du ministère. Elle est portée par le prêtre, par l'évêque, également par le diacre, mais qui porte l'étole à partir d'une certaine époque en bandoulière. Et donc dès le départ, dès le IVe siècle, puisque ce sont des vêtements de notables, de citoyens romains, ce sont des vêtements d'une certaine richesse, Anne Godinas. En tout cas de bonne qualité. Parce que le vêtement doit être le reflet de la condition sociale. Et certains prêtres se font parfois rappeler à l'ordre parce qu'ils portent un vêtement soit trop luxueux, soit au contraire trop pauvre. Le vêtement des moines ne doit pas être porté par le prêtre. Ce n'est pas le reflet de sa condition. À l'époque, le vêtement est très codifié. Il n'est pas permis à un homme non libre de porter un vêtement long et inversement. Et pour prendre un exemple, le port de la soie est uniquement réservé à l'empereur et à sa cour, et c'est très progressivement qu'il va être introduit dans le vêtement liturgique. La soie qui est en fait pas du tout une nouveauté pour les Romains. Non, les Romains connaissent la soie depuis la plus haute antiquité. Dans l'état actuel de nos connaissances, donc la soie vient de la Chine. Pendant très longtemps, les Chinois garderont le secret de fabrication de la soie jusqu'au IIIe siècle de notre ère, où le secret de fabrication va être éventé par, d'après la légende, des moines d'origine perse qui vont donc implanter dans leur pays cette industrie de la soie, cet artisanat de la soie. Donc ce sont désormais les Perses qui sont les grands pourvoyeurs de soie de l'Empire romain. Ce sont des tissus qui vont longtemps porter la marque du décor propre à la tradition persane. C'est seulement au VIe siècle que les Byzantins vont installer les premiers ateliers de fabrication et de tissage de la soie à Byzance. Et donc c'est le monde musulman qui a récupéré l'art de la soie, l'art du tissage de la soie, qui a suivi carrément le chemin des invasions. On voit donc des ateliers de tissage de la soie s'installer dans le sud de l'Espagne, notamment dans la région d'Almera, passer également en Sicile, voire dans le sud de la France. Et nous avons dans notre collection des tissus qui sont originaires de ces ateliers.
mais qui reprennent très souvent des motifs originaires de l'Iran, notamment le thème des animaux affrontés de part et d'autre de l'arbre de vie ou le motif décoratif de la palmette. Et c'est désormais eux qui vont alimenter l'Europe dans ces tissus particulièrement somptueux, onéreux, qui servent souvent de cadeaux diplomatiques, notamment à la cour de Charlemagne. On sait que ce commerce existe dans tout l'Empire durant tout le Moyen-Âge. Ce sont les tissus les plus précieux et c'est notamment dans des tissus de soie que l'on enveloppe les reliques sacrées. Anne Godinas, collaboratrice scientifique au Trésor de Liège, est avec nous et on visite donc cette collection inestimable avec des tissus qui datent du Haut Moyen-Âge, que l'on peut d'ailleurs admirer grâce à la passion d'un chanoine du XIXe siècle. Cela provient d'un recensement demandé par Monseigneur de Montpellier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un recensement des reliquaires et des châsses du diocèse. Et c'est son secrétaire, le chanoine Lupus, qui va être chargé de cette mission. Alors, en ouvrant ses châsses et ses reliquaires, il découvre les tissus, les soieries précieuses dans lesquelles les reliques sont enveloppées. Et il va se prendre de passion pour ces tissus. Il va demander au peintre Jules Helbig de représenter les décors qu'il découvre et qui ornent ces tissus précieux. Et puis, au fil du temps, eh bien, la passion du collectionneur va progressivement l'emporter sur les scrupules du prêtre et il va tarder de plus en plus ou couper des petits morceaux pour ne pas remettre l'entièreté du tissu dans les châsses. Or, ces tissus qui sont entrés en contact avec les reliques sont considérés comme des objets sacrés quelque part par contamination. Malgré cela, il conserve environ 80 morceaux qu'il va finalement céder au musée diocésain et qui ne retrouveront donc jamais leur châsse. Parmi ces tissus précieux, deux pièces emblématiques, ce sont les suaires qui enveloppaient les reliques de Saint-Lambert. Suaire n'est pas tout à fait le terme approprié, puisque ce sont des tissus précieux qui probablement recouvraient la châsse lorsqu'elle était présentée au public ou lorsqu'elle était transportée. Le premier de ces suaires date du 7e siècle. C'est un samite à fond rouge avec des dessins qui rappellent les décors perses. Ce samite serait d'ailleurs d'origine persane de la région de Boukhara. Le deuxième tissu daterait du Xe siècle. Il aurait pu être offert par le prince-évêque Nodje. C'est aussi un tissu iranien, un tissu perse, avec un motif de chevaux affrontés de part et d'autre de l'arbre de vie, inscrit sur un fond de médaillons perlés. À la fin du Moyen-Âge, le vêtement religieux, bien que toujours inspiré par les vêtements des notables romains du IVe siècle, devient de plus en plus orné, de plus en plus riche. On utilise beaucoup la soie, c'est le travail des maîtres brodeurs dont les ateliers étaient nombreux à Liège et dont l'histoire n'a malheureusement oublié les noms. Ce sont des artistes qui vont mettre leur talent au service de ces ornements somptueux et dont le travail d'ailleurs peut être admiré, mais surtout à la loupe. Il reste des différences, bien sûr, entre le vestiaire du prince-évêque et celui du simple curé de paroisse. La somptuosité du costume liturgique, évidemment, dépend de la position des dignitaires. Le prince-évêque, nous avons l'exemple de la chasuble de David de Bourgogne du XVe siècle, qui est une chasuble somptueuse, une pièce unique, qui est taillée dans un somptueux velours originaire de Lucques, avec fil doré et motifs de la grenade, et ornée de véritables peintures à l'aiguille représentant des scènes de la vie du Christ. À côté de cela, vous aviez un prêt-à-porter, une sorte de prêt-à-porter liturgique qui est d'origine colonaise, où les orfrois qui ornent la chasuble sont taillés dans un tissu mixte dont la chaîne est en lin et la trame en soie, et qui incorpore dans le tissage des morceaux, des parties du dessin que l'on veut représenter. Par exemple, le corps du Christ ou le manteau de la Vierge. Et c'est au brodeur, donc c'est une association entre le tisserand et le brodeur. C'est au brodeur de terminer le dessin. Un dessin qui est évidemment beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus simple, beaucoup plus conventionnel aussi, puisque la pièce que nous possédons a son équivalent au musée Schnudgens de Cologne, où on retrouve une même façon de représenter Sainte Catherine, Sainte Barbe, le Christ et la Vierge. Donc,
évidemment des coûts différents. Des coûts différents, d'autant plus qu'au lieu d'utiliser du filet d'or et d'argent, le filet d'or il consiste en un fil de soie sur lequel on enroule en tout ou en partie une lamelle de métal argenté ou doré. Au lieu d'utiliser ces fils très coûteux, on utilise dans cette production de prêt-à-porter de la baudruche dorée ou argentée. Donc des lamelles de baudruche qui sont trempées dans le métal doré ou argenté, ce qui abaisse considérablement les coûts. On admire une chasuble de David de Bourgogne, pièce maîtresse de la collection, incontestablement. C'est aussi une histoire encore peu connue et elle a surtout une particularité, Anne Godinas. En 1468, Charles le Téméraire s'empare de la ville de Liège et ordonne sa destruction systématique. Donc la ville est pillée et elle est systématiquement incendiée. En principe, les églises devaient être épargnées, mais si les soudards épargnent le bâtiment, ils s'empressent de piller tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc toute une partie, c'est tout un monde qui disparaît à la suite de cette catastrophe. Et notamment au niveau de la cathédrale, les ornements liturgiques disparaissent eux aussi à cause de leur préciosité. Donc finalement, tout ce qui est avant le sac de Liège, on n'a plus rien. Quasiment rien. On retrouve des pièces un peu partout en Europe, mais pas à Liège. C'est peut-être une raison de la présence dans le vestiaire de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert de la chasuble dite de David de Bourgogne. David de Bourgogne était prince-évêque d'Utrecht entre 1456 et 1483, donc au moment du sac de Liège. Et il n'est pas exclu, c'est une supposition en tout cas, qu'il ait offert un ornement, donc cette chasuble somptueuse, pour combler la disparition du vestiaire liturgique de Saint-Lambert. Ça pourrait être aussi un cadeau fait par David de Bourgogne au prince-évêque Louis de Bourbon, qui était son cousin, et qui entre dans la prêtrise très tard, puisqu'il devient seulement prêtre en 1466. Donc dans ce cas-là, elle aurait été donnée avant le sac de Liège. Mais ce qu'il y a vraiment de remarquable par rapport à cette chasuble de Bourgogne, c'est que sur un habit liturgique, il y a apparition des armes de la Bourgogne. Donc je veux dire, on a un symbole fort de la présence bourguignonne sur le territoire de la principauté. Oui, ce serait même à mettre en parallèle avec le reliquaire de Charles le Téméraire, qui est aussi une façon... Il faut savoir qu'après 1468, ce n'est pas terminé pour les Liégeois, puisque pendant une dizaine d'années, ils vont être occupés par les Bourguignons. C'est peut-être une façon, effectivement, d'affirmer la mainmise politique de la Bourgogne sur le pays de Liège. On a d'autres exemples de ce mélange, de cette apparition de blasons dans les vêtements liturgiques ? C'est fréquent, c'est une façon d'identifier le don que fait parfois telle famille à l'église en plaçant son blason sur l'ornement, ou c'est une façon d'écrire son nom, de manifester son appartenance. Les blasons existent même sur cette fameuse production de prêt-à-porter de seconde zone qui est contemporaine des pièces de prestige. Un tournant va marquer indéniablement l'histoire du vestiaire religieux et cela peut se constater de manière très claire dans la collection du Trésor de Liège. C'est le Concile de Trente. On retrouve Anne Godinas. Oui, le Concile de Trente se réunit de 1545 à 1563 pour solutionner le problème du protestantisme. Il va prendre une série de mesures pour faire le ménage à l'intérieur de l'Église et aussi pour réaffirmer certains dogmes religieux qui sont contestés par le monde protestant, et notamment le dogme de l'Eucharistie, donc la transsubstantiation, la transformation du pain et du vin en vrai corps et vrai sang du Christ, la présence réelle dans l'hostie consacrée, ce qui va entraîner une réforme de la liturgie, la messe va être solennisée. Elle va devenir une sorte d'opéra où interviennent le décor. Le maître-autel va être de plus en plus somptueux, avec une place privilégiée pour la position de l'ostensoir. La musique va intervenir, l'encens, le chant, l'orgue, et l'acteur principal de cette cérémonie, c'est le prêtre. On va donc veiller à ce qu'il soit somptueusement vêtu.
D'autant plus que les fidèles le voient de très loin. Donc il faut qu'on le remarque. Autrement dit, le vêtement liturgique va devenir de plus en plus somptueux par le choix des couleurs, par l'utilisation du filet d'or et d'argent notamment. Et le trésor de la cathédrale possède de nombreux exemples prestigieux de ces principes. Notamment, nous avons en dépôt un ornement qui provient de l'abbaye de Saint-Jacques, où la chasuble et les dalmatiques sont entièrement couvertes d'or et d'argent. Alors il faut imaginer l'abbé de Saint-Jacques et ses servants qui officient dans le chœur à la lumière des cierges. Tout cela joue sur les reliefs des broderies. Ça devait donner un aspect surnaturel et renforcer l'atmosphère du sacré, ce qui était d'ailleurs le but de la manœuvre. À côté de cela, il y a une réglementation qui demande que le vestiaire change en fonction de l'année liturgique. Donc, on va voir apparaître, ils existent déjà depuis le XIIIe siècle. On essaye d'imposer cette règle de changement de couleur en fonction de l'année liturgique. Cela dépend évidemment de la richesse des paroisses. Donc on va se retrouver face à ces couleurs qui sont traditionnelles, que nous connaissons encore, donc le vert pour le temps ordinaire, et puis l'ornement blanc pour les fêtes, avec son équivalent, l'ornement d'or et d'argent, le violet pour le temps de pénitence, le rouge pour les fêtes des martyrs et les fêtes du Saint-Esprit, et le noir pour les funérailles. Maintenant, le curé de paroisse avait souvent un vestiaire nettement plus réduit. Il y avait les vêtements ordinaires, donc la chasuble ordinaire, la chasuble de semaine ou du temps ordinaire, et puis alors la chasuble un peu plus somptueuse pour les périodes de fête. Et cette chasuble pouvait porter une couleur qui n'était pas spécialement une couleur blanche, c'était simplement un ornement plus somptueux qu'un autre. Il y a même dans la collection des chasubles bleues. Oui. Le bleu, en principe, est réservé en Espagne. On sait qu'en Espagne, c'est fixé. Il est réservé aux fêtes de la Vierge. Ici, on ne sait pas trop si c'est l'équivalent du vert ou si c'est simplement un ornement somptueux parmi d'autres. Au XVIIIe siècle, les chasubles, les vêtements religieux sont ornés de motifs très divers, des fleurs, des oiseaux, différentes figures. La liste est longue, mais en fait, c'est aussi le même tissu dont sont faits pourpoints et vêtements du notable et de la noblesse de l'époque. Au XVIIIe siècle, oui, il n'y a pas de différence entre le tissu utilisé pour le vêtement religieux et le tissu utilisé pour le pourpoint, pour la robe. C'est tout simplement un tissu somptueux. Le but est de mettre en évidence le prêtre par un tissu chatoyant. Selon le principe, il n'y a rien de plus beau pour Dieu. Donc c'est l'étoffe la plus chère. Et au XVIIIe siècle, les étoffes de prestige, ce sont les soies qui sont produites par les ateliers lyonnais. Et nous en avons un certain nombre d'exemplaires particulièrement fastueux. On peut presque suivre l'évolution du décor dans les soieries lyonnaises à travers le vestiaire liturgique du clergé liégeois. Il faut dire que le XVIIIe siècle est une période de paix relative. C'est une période où le clergé a refait ses finances après les guerres de Louis XIV, et c'est une grande période de transformation architecturale, de transformation intérieure et de changement au niveau du vestiaire liturgique. Ou de préférence, on choisit ces soies chatoyantes qui sont produites essentiellement dans les ateliers lyonnais et qui sont très coûteuses. On a un point de comparaison en 1707. Le curé de la paroisse Saint-Étienne achète 4 aunes et demi, donc environ 3 mètres de soie à un atelier lyonnais. On sait que c'est une soie qui était ornée de fils d'or et d'argent et de motifs de rose rouge. Le tissu lui coûte 252 florins. Alors il faut savoir qu'à la même époque, il va introduire un nouveau tableau au maître-autel de son église, et ce tableau lui coûte 300 florins. Donc rien que le tissu de Luméral a quasiment atteint le prix d'un grand tableau de maître-autel. Et parce qu'il achète le tissu et puis il va le faire confectionner à Liège, donc autrement dit, on va y ajouter une doublure à cette soie et également des galons, ça lui revient à 300 florins.
352 florins, pardon. Or, le loyer de son presbytère, par année, s'élève à 160 florins. Donc, en fait, cet huméral lui a coûté 2 fois le loyer, 2 années de loyer. Alors, il est tellement, je dirais, il comptait essentiellement sur de généreux donateurs pour lui offrir cet huméral. Malheureusement, nous sommes en pleine guerre de succession d'Espagne et les généreux donateurs se font rares pour de bons et de mauvais prétextes. Ils se débinent les uns après les autres et donc il en est de sa poche. Et il finira par revendre cet huméral somptueux après l'avoir porté 1 ou 2 fois parce qu'il trouve que la somme est vraiment trop élevée. Et donc tous les moyens sont bons pour se procurer des vêtements liturgiques très coûteux. Parfois, ces moyens sont contestables, ils s'apparentent à des pots de vin. Le vêtement est fait pour servir Dieu, mais aussi au passage le prestige personnel de celui qui le porte. On retrouve Anne Godinas. Quelque part, oui, notamment toujours en ce qui concerne cette paroisse de Saint-Étienne. Si vous vouliez être enterré à l'intérieur de l'église, il vous en coûtait 300 florins plus un ornement liturgique. Donc le curé en profite pour renouveler son vestiaire. Les chanoines aussi devaient... Les chanoines de la cathédrale, on sait que lorsqu'ils entraient en fonction, ils se devaient d'offrir à la cathédrale un ornement complet. Donc c'est-à-dire la chasuble, les 2 dalmatiques, la chape au moins, plus les accessoires qui protègent le calice, donc voile de calice, bourse, etc. Lorsque certaines jeunes filles qui entrent au couvent, elles laissent leur robe de cérémonie et on sait que dans certains cas, notamment dans le cas d'Anne-Marie Posson en 1719 qui entre au Carmel du Potet et qui abandonne sa robe de cérémonie dont on tirera une chasuble que nous conservons au trésor de Liège. Au milieu du XIXe siècle, il y aura des recommandations pour utiliser un tissu qui soit différent du tissu utilisé dans le monde laïque. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le développement de l'industrie de la soie, donc de la mécanique jacquard, on va produire ce qu'on appelle le tissu d'église, c'est-à-dire souvent un damas, mais qui est frappé de motifs religieux qui vont être exclusivement utilisés pour la confection d'ornements liturgiques. Et toutes les grandes firmes de Lyon avaient leur département tissu d'église, et encore dont les vestiaires des sacristies témoignent encore aujourd'hui. Ce qui est peut-être à noter au niveau de l'utilisation de la soie, c'est que c'est vraiment au XIXe que le clergé a été obligé d'utiliser de la soie au moins pour une partie de l'ornement liturgique. Donc, si la chaîne était en lin, la trame devait obligatoirement être en soie, et si possible, l'ensemble. Il n'y avait pas d'obligation pour le décor, pour les orfrois, mais bien pour la matière même de la chasuble. Donc, il y a une sorte de codification qui se fait à partir de Rome, cette fois-ci. Sinon, au fond, la forme, par exemple, les chasubles que porte le clergé liégeois sont différentes de celles que porte le clergé français ou le clergé espagnol. La forme est un peu différente, pas beaucoup, mais elle est quand même différente. À partir du XIXe siècle, c'est uniformisation pour tout le monde. C'est le même pour tout. Et par exemple, au tournant du siècle, après la Révolution et l'Empire, donc l'Église perd son pouvoir financier, son pouvoir politique, et là, on rafistole. Donc on a des ornements où on a remis des morceaux de tissu précieux, de soie, à fleurs, et puis on a mis dessus un galon, qui est un galon tissé mécaniquement, qui est parfois pas vraiment toujours d'un bel effet, mais voilà, on rafistole. Et il y a même des ordres religieux qui vont se spécialiser dans le rafistolage, notamment les religieuses de l'Eucharistie. C'est l'œuvre des églises pauvres, c'est ainsi qu'elle s'intitule. Donc elles refabriquent des ornements à partir de tout ce qu'elles trouvent pour les églises qui n'ont pas de quoi se confectionner un vestiaire liturgique. Il y a vraiment une volonté de cléricaliser, de marquer la distance entre le clergé et le reste. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît aussi la soutane longue. Parce que jusque-là, les prêtres, jusqu'à la Révolution, et même encore au début de la période impériale, le prêtre est vêtu en temps ordinaire comme ses contemporains. Peut-être progressivement l'habit noir, l'habit foncé s'impose, le petit col un peu particulier, mais c'est tout. Et puis alors c'est vraiment au XIXe que là on veut vraiment marquer la séparation entre le clergé et le reste. Et en fait, on possède également des ornements plus contemporains, art déco notamment, qui sont de très très belle qualité. Donc l'art déco apparaît
En fait, le clergé va rester très longtemps fidèle au néo-gothique, jusqu'après la guerre 14-18. Et puis alors, il y a l'art déco, l'art moderne qui s'impose, mais qui produit de très très beaux vêtements. Aujourd'hui encore, le vestiaire liturgique a fortement changé, mais il y a encore de très très belles pièces dans leur sobriété et dans le choix des tissus aussi parfois. Anne Godinas est historienne, collaboratrice scientifique au Trésor de Liège. Elle était au micro de Dominique Martineau-Lagarde. Le Trésor de Liège est visible tous les jours, sauf le lundi entre 14h et 17h. La première, 13h15, 14h30. un jour dans l'histoire.